Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, où que vous soyez dans le monde. Bienvenue dans cette émission African People Podcast. Cette émission est consacrée à l'actualité africaine sur tous les domaines, politiques, économiques, culturels, historiques, et aussi avoir des invités de grandes personnalités. J'ai l'honneur de vous présenter M. Edem Almedia. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation. Merci à tous ceux qui nous regardent. Merci. Qui est Edem Almeida et parlez-nous de votre parcours, monsieur? Alors, j'ai un parcours, je dirais, assez modeste. Je suis togolais, je suis franco-togolais, papa de 3 enfants qui, après avoir séjourné en France, a souhaité se lancer dans une activité, je vais dire, peu valorisante en Afrique. C'est dans le secteur du déchet où j'y ai trouvé ma voie, ma passion et où je lui ai trouvé la nécessité d'apporter aussi des réponses aux problèmes africains sur la gestion des déchets. Et c'est ce que j'ai souhaité faire en revenant au pays à partir de 2012 et en créant la société Africa Global Recycling à partir donc de 2013 pour la récupération, la valorisation des déchets, tout en faisant la promotion de modèles économiques, de nouveaux modèles sociaux notamment, autour de la gestion du déchet et de l'environnement plus largement. Bien. Donc, s'il vous plaît, parlez-nous de Africa Global Recycling et comment ça fonctionne. Africa Global Recycling est la toute première entreprise aujourd'hui en Afrique subsaharienne à avoir, je dirais, industrialisé la chaîne pas de recyclage, mais la chaîne de gestion et de valorisation de l'ensemble des déchets. Bien sûr, nous ne sommes pas les premiers à avoir recyclé sur le sol africain. Bien sûr, nous ne sommes pas la première industrie qui recycle. Par contre, nous sommes la toute première industrie qui crée toute une chaîne de valeur autour du déchet, qui allie éducation, qui allie des problèmes sociaux, la santé, l'éducation, je l'ai dit, l'économie, l'industrie, et qui est doté d'un centre de tri où nous récupérons plus d'une centaine de déchets différents qui sont triés, qui sont valorisés et qui sont remis sur un marché mondial comme matière première, que ce soit sur le papier, les cartons, les plastiques, les métaux, les équipements électriques, électroniques, vraiment tout type de matières qui finissent donc dans des plasturgies, dans des papeteries ou dans des industries de l'énergie ou ailleurs. Bien. Donc, quelle est la raison qui vous a poussé à créer cette entreprise? Alors, il y a, je dirais, une double raison à cela. La première, c'est simplement que en découvrant ce métier dans une grande entreprise qui est Suez en France, je me suis demandé en revenant plusieurs fois au Togo, pourquoi de tels projets ne pouvaient pas exister alors qu'on annonçait à chaque fois des milliards sur la gestion des déchets et sur la récupération des déchets, tout simplement. Or, j'ai l'impression que depuis que je suis en âge de comprendre ou d'observer autour de moi, au Togo ou ailleurs en Afrique, jusqu'à maintenant, les choses n'ont pas véritablement bougé. Et donc, il m'était apparu essentiel d'apporter mes compétences pour essayer d'apporter des réponses aussi à ce problème assez épineux auquel doivent faire face et nos gouvernants, mais aussi surtout nos populations. Et la deuxième raison, c'est simplement que je suis togolais, je suis africain et que je suis touché de près à tout ce qui concourt à faire reculer ou en tout cas au statu quo que nous avons souvent sur le continent. Bien évidemment, tout n'est pas à jeter, tout n'est pas mauvais, il y a énormément d'avancées, mais je considère qu'il est aussi de notre devoir, en rentrant au pays, d'apporter, je dirais, une pierre à l'édifice. C'est ce que j'ai essayé de faire et voilà les deux raisons qui m'ont conduit à créer Africa Global Recycling en janvier 2013 au Togo. Bien. Donc, monsieur, parlez-nous comment le décès se porte au Togo en ce moment. Parce que je pense très bien qu'avant que vous mettez cette entreprise en place, j'ai vu le Togo était quand même, il y avait tellement de déchets partout au Togo. Donc, mais en ce moment, comment le Togo se porte? Alors, je dirais que le Togo n'est pas si différent des autres pays de la sous-région.
Bien évidemment, nous n'avons pas la prétention d'avoir, je dirais, soldé le problème. Au contraire, nous ne sommes vraiment qu'une toute petite partie de la solution. Mais je dirais que les choses s'organisent. Nos agences ou je dirais peut-être aussi nos autorités essaient de trouver des solutions. Les institutions essaient de trouver des solutions. Ce que je déplore, c'est simplement que des synergies d'action n'existent pas réellement entre les pouvoirs publics, entre les acteurs privés, entre les acteurs de la société civile, entre les acteurs informels, qui, eux, ont une certaine expérience et qui peuvent aider à solutionner plus rapidement les problèmes. Et on a l'impression que ce soit au Togo, en tout cas ce qui me touche directement, mais aussi ailleurs, que ce soit le cas de la Guinée, que ce soit le cas de la Côte d'Ivoire, il y a une certaine bureaucratie qui freine les choses et qui ne fait pas en sorte que les choses n'avancent pas. Tout simplement parce que, il faut le dire, nous sommes toujours hyper complexés, nous pensons toujours que les meilleures solutions sont ailleurs et nous oublions que des solutions doivent être adaptées à nos propres contextes. Et pour cela, j'ai l'habitude de dire que si ma poubelle au Togo n'est pas la même qu'à Paris ou à Berlin ou à Washington, je ne comprends pas pourquoi on me demande de gérer ma poubelle de la même façon. Et rien que cela doit inciter nos fonctionnaires, nos institutions à revoir leurs copies et à décomplexer la question et à aller vraiment discuter avec ceux qui ont l'expérience sur le terrain, parce qu'il s'agit d'une vraie chaîne de valeur qui va aider à répondre à un certain nombre de problématiques sociaux dans nos pays. Bien. Donc, monsieur, est-ce que les déchets post-consommation peuvent devenir des matières premières et comment? Bien sûr que les déchets post-consommation peuvent être et sont d'ailleurs des matières premières. J'ai envie de dire que ce n'est pas une révolution sur le continent. Ce n'est pas une révolution dans nos pays. Aujourd'hui, on a l'impression que gérer nos déchets sur le continent africain relève d'une révolution. Absolument pas, puisque nous avons toujours récupéré les emballages plastiques, nous avons toujours su recycler nos bouteilles en verre, nos canettes, nos conserves. Donc, le tri fait partie déjà de notre mode de vie. Maintenant, il faut réussir à créer une chaîne de valeur sur cette base et apporter, encore une fois, des réponses qui mettent des réponses face à certains défis, comme l'industrialisation. Nous sommes obligés de créer de nouveaux modèles économiques et de nouveaux modèles sociaux pour réussir. Et le déchet est vraiment l'élément autour duquel ces axes peuvent se tenir. Donc, à travers des process industriels, le tri à la source déjà, récupérer le papier, les plastiques, les métaux et autres, tous les déchets ne se ressemblent pas, tous les déchets ne se valent pas, arrêter de tout mélanger, créer des emplois à travers cela, des emplois pour trier, des emplois pour transformer, pour préparer les déchets, puisque nous, aujourd'hui, je dirais que 90% de ce que nous récupérons aujourd'hui sont vendus sur le marché européen, sont vendus en Moyen-Orient ou en Asie et même maintenant en Amérique du Nord. Donc, vous voyez qu'il s'agit vraiment d'une industrie à forte valeur ajoutée. Bien. Donc, quelle est votre analyse sur les lois portant l'interdiction des sacs plastiques en Afrique? Par exemple, dans le cas du Rwanda. Alors, je pense que le Rwanda a réussi quelque chose et il faut le reconnaître. Ce que je déplore, c'est que la plupart des États, il y en a 15 au total, qui ont voulu suivre l'exemple du Rwanda. Tant mieux, il faut toujours s'inspirer des modèles. Mais on ne s'inspire pas, je dirais, juste dans un certain suivisme. Le Rwanda a réussi parce que le Rwanda avait une vraie, je dirais, avait réussi à cristalliser autour de la question des déchets, autour de ce problème des sacs plastiques, une volonté politique forte, une volonté des institutions forte, une volonté, mais des citoyens. Donc, toutes les parties prenantes ont été impliquées.
Et ça, c'est ce que les autres États n'ont pas réussi à faire. Dans un second temps, le Rwanda n'a pas la même configuration économique que les autres États qui ont essayé de légiférer. La preuve, tous les autres États, que ce soit le Congo, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit le Togo, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Côte d'Ivoire, tous ont échoué. Et il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Tous ont échoué parce qu'il y a des questions d'emploi derrière, parce nous avons dans nos économies une forte, je dirais, part de l'industrie plasturgiste, et on a oublié que ceux qui vont faire l'économie, ce n'est pas le politique et le bureaucrate, c'est l'entreprise, et que pour mettre des lois ou pour mettre des mesures en place, il faut aussi intégrer les parties prenantes et leur permettre de trouver des solutions, par exemple, par des mécanismes fiscaux, par des mécanismes incitatifs à l'investissement pour leur permettre d'aider nos États à revoir leur stratégie. Donc, ces lois aujourd'hui, je pense qu'elles doivent être revues, je pense qu'elles doivent être totalement abolies. Ça peut choquer, mais il faut les abolir pour les repenser et faire quelque chose de concret pour une vraie Afrique qui gagne sur ce terrain. Alors, monsieur, pensez-vous que les mentalités changent face au recyclage en Afrique? Indéniablement, il y a une prise de conscience de tous. Et ça, il faut le souligner. Alors, par contre, j'ai envie de dire qu'il faut aussi changer de discours. On ne peut pas aujourd'hui dire à un ménage, comme nous le connaissons dans nos contrées, trie tes poubelles parce que c'est bon pour la planète. Permettez-moi de le dire, nous n'en avons rien à faire de la planète. Ce que nous avons besoin, ce dont nous avons besoin, c'est d'abord de mettre nos enfants à l'école, c'est de pouvoir trouver de quoi manger, c'est de pouvoir avoir de la lumière, c'est de pouvoir avoir de l'eau. Et donc, si nous partons sur ce principe, il vaut mieux poser la question du recyclage ou de la gestion des déchets sur un autre plan pour nos populations et non sur un plan purement élitiste ou bien de la haute société où oui, ça fait bien de dire que c'est bon pour la planète. Trouvons des mécanismes qui permettent de créer de nouveaux modèles économiques autour des déchets pour renforcer d'abord la résilience de nos populations, mais surtout les aider à sortir de la résilience. Parce qu'en étant dans la résilience, finalement, nous ne vivons que des traumatismes. Bien. Donc, monsieur, nous avons vu certains pays, par exemple la Guinée ou bien d'autres pays, il n'y a même pas de poubelles. Donc, quel est votre regard concernant ce cas? Parce que s'il y avait des poubelles, la population allait prendre des précautions. De fait qu'il n'y a pas de poubelles, donc on voit des décès partout. Donc, quel est votre regard sur cela, monsieur? Alors, effectivement, on promulgue des lois, on prend des dispositions sans mettre des solutions, sans prendre les dispositions idoines. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut attaquer nos États. Il faut pointer du doigt la responsabilité de nos États, de nos chefs de gouvernement, de nos chefs d'État. Il faut dire, dans la plupart des tests, dans la plupart des lois aujourd'hui, la question de l'environnement est constitutionnalisée. Si je prends le cas du Bénin, la responsabilité du chef de l'État béninois et des membres du gouvernement sont engagés et sont clairement définis dans la constitution béninoise. Mais les États ne sont pas au même niveau de maturité. Les premiers tests sur l'environnement datent de 1963 au Sénégal, par exemple, et datent de 2008 dans d'autres pays. Donc, nous voyons que là aussi, il y a tout un échec de l'appareil d'État, mais il y a aussi un échec des institutions régionales qui doivent, au contraire, se mettre ensemble, revoir ces sujets, parce que la réglementation, d'accord, mais il faut aussi, en même temps, trouver des solutions et de vraies solutions qui soient des solutions d'abord endogènes et qui soient aussi des solutions adaptées et qui nous permettent de répondre, encore une fois, aux défis, au contexte local, culturel, environnemental. On ne peut pas aborder la question des déchets aujourd'hui en Afrique. Il faut se refuser à ça sans y mettre un sujet économique, sans y mettre un sujet social, un sujet sanitaire. Pensez-vous que l'Union africaine ou bien la CEDEAO doivent jouer des rôles très importants concernant le cas des déchets ou bien de l'environnement?
Mais ça, c'est leur rôle. Mais on voit que ce n'est pas la préoccupation. Et ça, c'est tout le problème du développement durable. C'est tout le problème de l'environnement. Parce que finalement, quand nous voulons aller dans le sens de la sauvegarde de l'environnement, on va aussi à l'encontre des intérêts économiques de nos États ou de nos industries. Et ça, c'est aussi une équation à résoudre. Pour autant, je ne pense pas que ça soit impossible. Il faut changer d'angle de vue, il faut certainement changer de méthode, il faut faire des choix pragmatiques, effectivement, pour réussir ce tremplin. Et l'Union africaine a un rôle à jouer. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la politique, la finance, le social, l'économie ne peut pas se faire sans la question environnementale. Et une fois qu'on l'a redéfinie, la question environnementale, dans nos projets de société, dans nos projets de développement, dans la stabilité de nos États, l'Union africaine, la CEDEAO, la CEMAC, l'UMOA comprendront qu'ils ont un rôle important à jouer en mettant en place la question de l'environnement. Et je fais juste un rapport. Nous sommes gangrénés par le manque d'opportunités économiques sur le continent. Nous sommes, nos jeunes aujourd'hui qui adhèrent au mouvement extrémiste sont, je dirais, poussés par le manque d'opportunités économiques. Et pourtant, le déchet représente un gisement important. L'Union africaine ou nos institutions devraient prendre à bras le corps ce sujet. Quand on parle de 280 millions de jeunes en 2050, je pense que la prise de conscience ne doit pas être que sur la planète qu'il faut protéger, mais sur nos concitoyens, sur nos jeunes, parce que à continuer ainsi, nous ne faisons que sacrifier davantage cette jeunesse et malheureusement cet héritage immense que nos ancêtres nous ont légué. Bien, monsieur. Donc, est-ce qu'on peut dire que le déchet, ça fait partie de l'avenir de l'Afrique, monsieur? Le déchet est l'avenir de l'Afrique. Mm-hmm. Le déchet est l'avenir de l'Afrique. Aujourd'hui, quand on parle de développement durable ou de transition dans les pays développés, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une nouvelle révolution industrielle, agricole, énergétique. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Or, le déchet, pas que, mais le déchet peut représenter ce point d'équilibre qui nous permet d'aller beaucoup plus vite, c'est-à-dire à créer des modèles. Nous avons des modèles qui n'existent pas. Arrêtons d'en importer, puisqu'ils ne sont pas adaptés. Par contre, créons-en des nouveaux. Nous avons plein de jeunes qu'il faut aspirer des rues, qui sont uniquement dans des logiques purement, je dirais, contestataires, qui sont poussés par la résilience. Mais nous pouvons faire de ces jeunes de vrais travailleurs. Et je veux rappeler, dans les années 90, qu'est-ce qui a fait porter la question de l'environnement? Ce ne sont pas les rapports de la Banque mondiale, ce ne sont pas les rapports de l'Agence française de développement, ce ne sont pas les rapports du Fonds monétaire international. Non, ce sont des jeunes dans nos quartiers qui se sont, d'une façon résiliente, organisés face je dirais, à l'abandon des États, à l'échec des États, se sont organisés d'abord dans leur quartier pour trouver des solutions simplement pour vivre. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ces jeunes? On leur a pris ce qu'ils avaient constitué, sous réserve qu'il y avait des référentiels qui existent, et on les a mis dans des mains de personnes qui sont là que pour leurs intérêts, qui ont construit des entreprises autour de ça. Mais quel est le bilan de 90 en 2020? Quel est le bilan? Aujourd'hui, les échecs sont encore là. Donc, tant que nos dirigeants ne prendront pas, ou nos fonctionnaires, ceux qui sont chargés de traduire la volonté politique du premier responsable de l'État, ne sont pas capables d'accepter cela et de changer de regard pour aller dans le bon sens, on assistera, je pense qu'en 2050, on pourra toujours avoir le même débat avec quelques cheveux blancs en plus. Donc, parlons de solutions, parce qu'on ne veut pas parler de ce même débat après 50 ans, monsieur. Donc, selon vous, quelle est la solution des décès en Afrique? La solution, je le dis, c'est d'abord un changement de regard. C'est redéfinir la notion même de déchet. Qu'est-ce qu'un déchet?
qu'est-ce qu'un déchet? Qu'est-ce que c'est que des ordures? Ça, c'est aussi une question. Alors, c'est aussi de changer d'approche en matière de récupération des déchets, ou même de la gestion. C'est de comprendre que la gestion des déchets n'est pas juste de collecter d'un point A et de le déverser sur une décharge sauvage ou dans un centre d'enfouissement. Il faut aussi comprendre que c'est toute une chaîne de valeur qui va de la production du déchet à l'élimination ou au recyclage. Donc, nous pouvons créer des emplois sur toute cette chaîne, que ce soit des emplois dans la chaîne logistique, que ce soit de nouvelles industries auxquelles nous faisons appel ou que nous construisons, que ce soit de nouveaux produits que nous savons fabriquer, que ce soit de nouvelles applications que nous développons. Enfin, je dirais que le champ est totalement vaste. Je prends le cas de l'énergie. On nous bassine tant avec la question de l'énergie solaire, énergie renouvelable. Mais dans la plupart des programmes, nous n'entendons pas parler du déchet qui est source d'énergie. Ça, c'est une question. Aujourd'hui, on court vers des solutions. Il y a un sujet. Aujourd'hui, tout le monde applaudit des deux mains quand on dit qu'on peut refaire du plastique, du fuel. D'accord, très bien. Si ça marchait autant et que c'était si, je dirais, ça correspondait autant aux besoins de l'Afrique aujourd'hui, dans sa spécificité, je veux le rappeler, pourquoi on n'y est pas depuis plus d'une dizaine d'années ou une quinzaine d'années que cette solution existe? On en parle comme un nouveau miracle. On a tout autour de nous pour réussir. Il y a des tests juridiques qui existent. La plupart de nos États ont ratifié des accords internationaux, que ce soit Bâle ou alors même des tests, des dispositions régionales. Mais nos États sont les premiers à violer eux-mêmes ces tests. Nous avons un arsenal juridique important, mais dans la plupart des tests pour la plupart des tests qui existent, nos États ne prennent même pas les décrets d'application. Ou quand on prend des décrets d'application, on prend des décrets sur un paragraphe ou un article de la loi. Enfin, redevenons un tout petit peu sérieux si nous voulons vraiment prendre le sujet. Soit on en fait une vraie volonté politique et on l'affiche et on y va, soit on n'en fait pas du tout et au moins on sait qu'on ne s'en occupe pas et puis on fait autre chose. Bien. Quel est votre mot de la fin, monsieur? Mon mot de la fin, il est, je dirais, il est pour cette jeunesse africaine dont on parle tant et qui, je dirais, soit est transformée en bête de concours ou en trophée de chasse. Il y a ceux qui viennent aussi, je dirais, au secours de la gloire pour ceux qui réussissent. Je dirais, comptez sur vous, comptez sur l'Afrique. Je veux parler aussi à ceux qui sont à l'extérieur. C'est ici que ça se passe. Rentrer dans nos pays, oui, c'est dur, oui, c'est compliqué, mais j'ai un ami qui a l'habitude de dire qu'on est roi que chez soi. Donc, oui, parcourons le monde, découvrons le monde, mais nous avons des choses à faire chez nous. Nous avons des choses à réussir chez nous. Nous pouvons le faire. Et donc, il faut rentrer avec nos compétences, il faut apporter, je dirais, des changements de regard, de nouvelles compétences. Ce n'est pas facile, mais nous devions y arriver. Et pour ceux qui sont là, il faut aussi comprendre que le développement de l'Afrique passera par eux. Et que ce n'est pas en restant les bras croisés que les choses se feront. Il faut sortir de cette industrie du meilleur danseur ou de la pornographie ou je ne sais pas quoi d'autre et attaquer de vrais sujets, attaquer de vrais problèmes parce qu'il y a une vérité qu'on ne peut pas nier aujourd'hui sur le continent, c'est que tous les maux, tous les problèmes de l'Afrique sont une opportunité de développement pour l'Afrique. Il appartient à chacun d'entre nous d'en saisir un pan et de réussir la transformation dont l'Afrique a besoin. Et voilà ce que je pourrais dire comme mot de fin, en tout cas pour aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté mon invitation, monsieur. Merci, c'est tout un honneur. Merci beaucoup. Merci.